L'émission Débat des finances vous est présentée par Finances Composées, un cabinet de services financiers multidisciplinaire où chaque geste compte. Caroline Charret, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective, représentante en assurance et rente collective, propriétaire de Efficience Finance. Caroline, qui est la femme derrière l'entrepreneur? Oui, en fait, Caroline, la femme derrière l'entrepreneur, je suis native de Rimouski. Je suis quelqu'un de très passionné. Donc, je suis passionnée de voyage, de cuisine. J'ai vraiment un petit côté épicurien et j'adore les gens. D'ailleurs, c'est de par des expériences personnelles que j'ai décidé d'aller en finance. J'avais pas nécessairement un passé qui s'enlignait vers cette avenue-là, mais les choses ont bien été faites. Super. Puis avec qui tu aimes le plus travailler? C'est sûr qu'on reçoit quand même des références qu'on accepte, mais généralement, je dirais que notre clientèle va être vraiment au niveau des professionnels. Fait qu'on a des pharmaciens, des ingénieurs, des médecins, avocats, notaires et également un lot d'entrepreneurs de différents milieux. Bien, merci beaucoup. Et on passe à la prochaine invitée. Chantal Gagnon, coach en croissance financière. Qui est la femme derrière la coach? Bien, je te dirais qu'il y a beaucoup de la coach dans la femme aussi. Je suis une passionnée. C'est sûr que je suis passionnée de psyché humaine, de physique quantique, d'énergie. Je suis originaire d'Abitibi. Une de mes valeurs premières, c'est la liberté. Tout ce qui est liberté intérieure d'abord et avant tout, parce que je pense que la liberté à l'extérieur, ça passe par une certaine liberté à l'intérieur. Je dirais que j'adore les voyages et je suis maman d'un petit bonhomme de 12 ans. Oh, wow! Donc, maman, coach, puis c'est qui ta clientèle? Avec qui tu travailles principalement? Je te dirais que j'ai deux créneaux. J'ai les gens, parce que moi, je suis beaucoup dans la relation à l'argent, donc j'ai des gens qui sont dans un niveau où, je vais le dire comme ça, sont un peu en chicane avec l'argent. Ça suscite beaucoup d'émotions négatives. Et j'ai des gens qui sont plutôt dans un mode de plénitude, ça va bien, puis ils veulent justement utiliser... comment je dirais ça, une plus grande conscientisation de ce qu'ils portent pour s'élever encore plus haut. Bien, merci beaucoup. Et on s'en va à l'émission rejoindre Caroline. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au débat des finances. Aujourd'hui, on reçoit Chantal et Caroline pour vous parler des croyances face à l'argent, des frais de gestion aussi. On va démystifier tout plein de belles choses. Bienvenue, mesdames. Merci d'être sur le plateau avec nous. Chantal, tu es une personne spécialisée dans l'accompagnement avec les gens, la relation et l'argent. Tu as des formations. Parle-nous un petit peu de toi. Bien, en fait, moi, je me nomme une coach en croissance et conscience financière parce que j'aide les gens à conscientiser leur relation avec l'argent. Souvent, les gens sont toujours au même niveau puis ils ne réalisent pas que leur niveau financier dans leur vie dépend aussi de comment c'est quoi leur relation à l'argent, justement. Puis si on dit c'est quoi la relation à l'argent plus précisément, bien, ta relation à l'argent, c'est ta position énergétique et psychologique intérieure en lien avec l'argent. Ça veut dire quoi, ça, dans le fond? Ça veut dire tes émotions en lien avec l'argent, ce que tu as vécu, ton environnement familial, les croyances, ce que tu as entendu, ce que tu as observé quand tu étais très enfant, en lien avec l'argent, ça crée des marques dans ton système nerveux, puis ça crée une façon de te sentir en lien avec l'argent. Justement, des croyances, là, j'en ai pris quelques-unes en note, puis je me demande si tu entends souvent ça dans ton bureau. J'ai noté des gens qui disent « je suis pas bon avec l'argent Ouais. ». Hein? Les dettes, c'est normal d'avoir des dettes. Après ça, quand je gagnerai plus d'argent, ça ira mieux. Ça, c'est un des plus gros mythes que ta relation, que dans le fond, que ta situation financière est juste reliée à combien tu gagnes. Tu sais, en fait, souvent, quand je me présente, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais souvent, quand je me présente, je dis que j'ai bâti une valeur nette dans les 7 chiffres en gagnant moins que 6 chiffres.
à tous les ans. Et je travaillais 10-15 heures semaine, puis je me suis jamais privée. Fait que, tu sais, juste là, j'en brise 3 grosses croyances. Celle qui dit qu'il faut que tu travailles fort, celle qui dit qu'il faut que tu te prives, celle qui dit qu'il faut que tu fasses 200 000 $ pour devenir libre par année, 200 000 $ par année pour devenir libre financièrement. Ça, c'est des croyances que je brise. C'est pour ça que je parle de ma situation financière, des fois, quand je me présente, pour briser ces croyances-là. Mais moi, des gens, j'ai une formation en ligne, puis des gens qui arrivent dans ma formation qui gagnent dans les 6 chiffres et qui sont dans une situation financière bien pire que des gens qui gagnent comme 42 000 par année. Il y en a plein. Il y en a plein. Fait que c'est pas le montant d'argent que tu gagnes qui fait la différence. C'est comment tu le gères puis comment tu te sens avec. Tu sais, parce que moi, ma passion, c'est toujours l'esprit humain. Puis je dis toujours que l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Et 95 % de ce qu'on porte est inconscient. Donc, si dans les croyances qui nous dérangent le plus, c'est celles qui sont inconscientes. C'est pas celles qu'on sait. Fait que quelqu'un qui, par exemple, fait 200 000 par année, mais a entendu ses parents dire toute sa jeunesse que les gens qui avaient de l'argent, c'était des crosseurs ou que c'était du mauvais monde ou que, bien, inconsciemment, il a enregistré toutes sortes de Blocage. blocages, je vais le dire comme ça, dans son système nerveux, dans son mécanisme, tu sais, dans ses façons d'être qui vont l'amener à s'auto-saboter financièrement tout au long de sa vie pour s'assurer de rester peut-être inconsciemment, c'est là où je dis que ma passion, c'est la psyché humaine, inconsciemment rester fidèle à l'image que ses parents ont d'une bonne personne. Fait qu'il va dépenser pour rien, il va s'auto-saboter de toutes les façons possibles, il va être la personne qui va trop dépenser. Tu sais, il y en a qui s'achètent une télé à 5 000, il y en a qui s'en achètent une à 300. Tu sais, fait que sur Marketplace, exemple, ils vont avoir la même télé, mais il y en a un qui va l'avoir pris usagé, l'autre va l'avoir acheté neuf. C'est des façons de faire qui nous amènent à réaliser que ta situation financière n'est pas juste le reflet de combien tu gagnes. C'est ta relation à l'argent qui la définit plus souvent qu'autrement. Et c'est ça, moi, je le réitère, j'en vois beaucoup des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui s'auto-sabotent pour plein de raisons. Puis Caroline, tu dois en voir dans ta pratique, tu as plus des professionnels, justement, comme tu nommais tout à l'heure, des gens qu'il faut quand même que tu serres la ceinture, que tu leur donnes des stratégies pour limiter les dépenses, hein? Oui, puis ça, c'est n'importe quel statut. Des fois, ça peut être des gens qui gagnent des revenus très aisés, là, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent ça dans la société. Puis des fois, c'est les gens qui ont une plus mauvaise gestion de leur liquidité. Fait que même la personne qui fait 50, 100, 200, 300 000, elle devrait tenir à jour un budget puis savoir c'est quoi, où est-ce qu'on alloue l'argent finalement pour que ça soit optimisé là, dans ses finances. Parce qu'on en a vu des gens comme ça qui ont fait faillite malgré tous ces gros Des revenus-là. refinancements hypothécaires pour tout englober les dettes. Ouais. Puis ça me fait penser aussi, si je peux rajouter, parce que tu dis, tu sais, c'est comme les gagnants à la loterie. Oui. Si le montant d'argent que tu recevais faisait la différence sur ta situation financière, bien, tous les gagnants de la loterie seraient bien nantis, puis ça serait réglé le restant de leur jour, alors que c'est prouvé que dans les hauts 90 % des gens qui gagnent à la loterie ou des gros héritages, en dedans de 2 ans, ils en ont perdu la grosse majorité, puis des fois, ils sont encore pires qu'ils étaient. Ouais, Puis si tu me permets, ça me fait penser à une de... Parce que là, j'en ai plein, tu sais, on avait parlé de ça. Moi, j'ai une personne que je connaissais très bien que, de fil en aiguille, là, j'épargne les détails, j'y avais fait faire un gros montant d'argent avec une transaction immobilière. Puis en pensant que ça allait l'aider, tu sais, mais cette personne-là avait jamais eu d'argent dans sa vie. Puis là, tout d'un coup, quand il a vu que, wow, pendant la pandémie, les propriétés avaient pris beaucoup de valeur, il a dit, crime, j'ai vraiment l'opportunité d'un gros montant d'argent, je vais en profiter. Et finalement, ça a été comme un début d'un tourbillon vers le bas qui l'a amené dans une situation financière encore pire qu'il était avant d'avoir cet argent-là. Pour tout plein de raisons, parce qu'il n'a pas su la gérer. Ça lui a monté à la tête. Et tu sais, puis ça me fait penser à dire aussi quelque chose que je trouve super important que dans les croyances que des clients me disent souvent, c'est « Ah, ben l'argent, ça corrompt les gens. Ah, l'argent, ça leur monte à la tête. » Non. L'argent, c'est un c'est ça. Ouais. L'argent, c'est un amplificateur de ce que tu portes déjà intérieurement. Tu sais, c'est juste un outil, c'est neutre, c'est une énergie. Mais quand tu sais pas bien la gérer, quand tu as des émotions négatives qui sont reliées à cette
énergie-là, à cet outil-là, bien, clairement que tu vas peut-être pas très bien l'utiliser, puis tu l'utiliseras pas d'une façon qui te supporte. Probablement que cette personne-là n'avait pas fait appel à des professionnels non plus pour l'aider à gérer ces liquidités-là puis savoir comment optimiser pour que plus tard, ça soit payant. T'sais. Non, puis c'est tout, ça me fait penser à quoi? Parce que j'y avais dit, entre autres, il avait vendu une propriété, puis vraiment, c'était vraiment ridicule comment est-ce qu'il avait fait ça. Puis j'avais, non, pourquoi tu fais ça? Donne-le au courtier du quartier, tu sais. Puis c'est quelqu'un pas loin de chez moi, puis il me dit, non, 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 il n'y en a pas question qu'il fasse 20 000 sur mon dos. Puis j'étais comme, ça, c'est une mentalité de pauvre. Quand tu penses que la personne qui t'aide parce qu'elle fait une commission, elle le fait sur ton dos, ben là, tu te nuis, là. Tu sais, dans le fond, tu vois pas la valeur qu'il ajoute. Tu vois juste qu'est-ce que ça te coûte. Puis ça, c'est un gros problème, je trouve, des gens qui ont de la difficulté avec l'argent. C'est qu'ils regardent tout en termes de dépenses, des fois, au lieu de voir qu'il y a des choses, c'est pas une dépense, c'est un investissement, là. Les gens s'autoproclament conseillers financiers des fois ou ils n'osent pas aller voir un conseiller parce qu'il dit « Ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de bilan pour intéresser un conseiller financier ou je suis capable tout seul. » Ça en est des croyances, ça qu'on voit. Exact. Puis j'ai envie de rebondir, en fait, sur ce que tu disais, parce que nous, les conseillers en sécurité financière, les représentants, on a plein de titres, là, mais bref, tous les gens de la finance, on se fait souvent confronter aux frais de gestion. Dans les dernières années, il y a eu des frais de gestion qui ont été dévoilés, mais ça, c'était les frais de gestion seulement sur la rémunération du conseiller. Mais là, depuis janvier 2026, ça va être le MRCC3. Je l'ai eu. En fait, ça va être la divulgation de tous les frais au complet qui vont être dévoilés. Donc, ça fait vraiment partie de tout ce qui est au niveau du gestionnaire, au niveau du conseiller, tout ce que ça englobe, là, noir sur blanc. Oui, des frais d'opération. On va pouvoir en parler après la pause, justement. Ça va être quelque chose de super intéressant. Oui. Juste pour finir, au niveau des croyances, Chantal, oui, tu veux dire quelque chose? Ce que j'allais dire en bout de ligne, c'est ce qu'il faut retenir, c'est, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a toute une... Moi, je travaille beaucoup dans la subtilité, dans l'inconscient, dans l'énergie, puis il y a tout un genre de croyance que quand quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd, tu sais. Puis c'est là où il faut changer, puis réaliser qu'on n'est plus là. On peut être dans le win-win. C'est plus nécessairement le win-lose. Il y a plein de façons que quelqu'un gagne parce qu'il te fait gagner, tu sais. Fait que cette personne-là, dans mon entourage, que je connaissais très bien, bien, il voulait pas lister sa maison avec un courtier immobilier parce qu'il ne voulait pas payer 20 000 de frais parce que j'étais un crocheur. Mais s'il avait fait ça, il aurait fait un 100 000 de plus facilement sur sa maison parce qu'il l'a laissé aller d'une façon dérisoire. Il n'y avait pas les capacités d'analyser le marché. Non, parce qu'il y avait trop d'émotions. Trop d'émotions en lien avec l'argent que ça générait. Que les courtiers immobiliers ont cette expertise-là, je comprends bien. Au retour de la pause, on va justement aller plus loin dans le MRCC3. C'est quelque chose qui va être super intéressant pour vous qui avez des portefeuilles en fonds communs d'ailleurs ou des CPG. On revient tout de suite après la pause avec la suite. Nous sommes de retour de la pause. On va aller démystifier le MRCC3. C'est un drôle de mot, mais c'est une nouvelle loi qui vient s'appliquer prochainement. Ça va être en début 2027 que vous allez voir ça sur vos relevés de 2026. L'analyse des frais de gestion sur vos portefeuilles de fonds communs. Caroline, parle-moi un petit peu, ça va être quoi exactement cette loi-là qui va s'appliquer, là? Exactement. Comme je le mentionnais précédemment, c'est vraiment des frais qui existaient déjà. Fait que, il faut pas penser que c'est une hausse de frais. Au contraire, ça va juste démontrer plus de transparence pour les clients. Fait qu'il faut surtout pas paniquer quand vous allez voir ça. C'est des frais qui ont toujours existé, puis il y a des raisons pour lesquelles ça existe. Mais avant, je vais expliquer c'est quoi les frais de gestion. Je me suis pris des petites notes parce que je voulais pas rien échapper. Fait que, tu sais, on a le ratio de frais de gestion dans le RFG. Ça couvre les coûts continus de gestion de fonds. Ça inclut la gestion de portefeuille, l'administration, la conformité, les audits, les services juridiques, la garde, la comptabilité, puis la présentation de l'information et bien plus. Si je veux juste mettre ça clair pour les clients, c'est quand vous avez des placements, à la fin, vous voyez que ça vous a coûté un montant. Ce montant-là va s'en aller pour payer ce que Caroline vient de nommer là au niveau du frais de gestion. Effectivement. Il y a aussi les frais d'opération qui représentent les frais liés à l'achat et à la vente des placements dans le fonds, comme des frais de courtage et de commission. Ce qui est malheureux, c'est que
cette règle-là, elle avait déjà commencé progressivement à s'appliquer pour une partie des frais. Puis, moi, je trouve ça désolant parce que certains compétiteurs qui s'en sont servis de mauvaise foi pour dire aux clients « Hey, regarde les frais que tu payes, etc., etc. » Fait que ça a un petit peu détruit en plus ce qu'on avait construit au fil des années, alors qu'eux vont charger des honoraires, des frais de des frais de transaction et tout, qui revient finalement pratiquement au même. Là. Mais ça me fait penser, dans ma pratique, on envoie souvent des clients qui disent c'est quoi tes frais de gestion? Tout de suite là, en partant, c'est pas qu'est-ce que je vais avoir comme rendement. Exactement. Plutôt, c'est quoi les frais de gestion? Parce qu'ils ont peur de se faire avoir. C'est en est une croyance, ça, que ça a été véhiculé dans notre domaine. Oui. Exact. Puis, ce qu'il faut comprendre, encore là, je me suis fait une petite liste pour que les gens comprennent c'est quoi ça couvre, les frais de gestion. Parce que c'est pas vrai que c'est la paye du conseiller ou de votre professionnel ou du cabinet à 100 Il y a 3 volets que j'ai décortiqués à ça. Donc, il y a la maison de courtage qui est comme le centre d'investissement dans notre langage à nous. Fait qu'il y a une grande partie des frais qui s'en vont vers ce volet-là. Donc, on parle de la conformité, la surveillance et la convenance des produits, la protection des renseignements personnels et de la vie privée, la sécurité informatique, l'administration, la production des relevés clients réglementaires, l'assurance responsabilité et le service de première ligne aux conseillers. Puis après ça, on a ce que le client reçoit pour servir le client. Qu'est-ce qu'il reçoit le client comme service finalement pour payer des frais comme ça? Bien, on a les rencontres clients, on a l'établissement des objectifs d'investissement, on a l'évaluation du profil d'investisseur et la tolérance au risque et de l'horizon de placement, les conseils stratégiques, la sélection, la surveillance et révision rigoureuse des placements, le respect de la réglementation, l'éducation financière, les références vers d'autres professionnels comme un fiscaliste, un avocat, un notaire. Et on a aussi la planification de retraite et successorale, puis sûrement même que j'en oublie dans la liste de choses, puis on parle même pas du volet planification financière là, et tout ça quand on est avec un planificateur financier. Je peux-tu dire mon tout sens? Oui. Résumé en un mot, là, je dirais, c'est parce que, tu sais, tout ça, là, moi, j'écoute ça, là, puis je suis quelqu'un qui n'est pas dans le milieu financier comme ça, puis je suis comme, OK, en un mot, c'est l'accompagnement. Exactement. Fait que, je trouve que l'accompagnement, c'est important, puis si je peux prêcher pour votre paroisse, c'est Warren Buffett qui disait, Warren Buffett, qu'on n'a même pas besoin de dire c'est qui, là, il disait vraiment comment les émotions la gestion des émotions est plus importante que l'intelligence en ce qui a trait à l'investissement puis le rendement. Et si tu n'as pas d'accompagnement avec un conseiller financier qui est qualifié puis qui te connaît bien puis qui a une relation avec toi, il y a des chances que tu puisses agir sous l'impact de l'émotion quand tu vois que ça monte puis que tu décides, tu vends puis que tu prends l'argent puis tu la dépenses ou tu sais pas. Exact. Pire, c'est quand ça crash que là, tu as besoin d'être accompagné pour gérer tes émotions aussi par quelqu'un qui sait c'est quoi puis qui en a vu d'autres puis qui en a entendu et accompagné d'autres. Exactement. Puis j'ai même pas parlé des frais du cabinet. Comme moi, j'ai un cabinet, là, j'ai mes employés, l'équipement informatique, les permis. Mais au tout final, ça, là, moi, j'aurais le goût de dire, là, parce que c'est pour ça que je viens de rajouter ça, parce que moi, je suis dans mon salon, j'écoute ça, là, puis je suis le client, puis je paye ça. Je me dirais, ouais, ben moi aussi, j'en ai des frais pour faire ma job, là, tu sais, fait que paye tes frais, je vais payer les miens, tu sais, pourquoi que moi, je paye tes frais? Quelqu'un pourrait dire ça, fait que c'est pour ça que j'aime mieux rajouter, c'est de l'accompagnement, c'est pas juste... tous des gens qui travaillent pour les clients, dans le fond. C'est ça, c'est un service pour aider les gens, puis quand tout va bien, ben on pense qu'on est capable de le faire pareil. Pas pareil, on est capable de le faire tout seul. C'est quand ça va pas bien, c'est là que tu as besoin d'aide, tu sais. Exactement. C'est quand il y a une tempête qu'on reconnaît un vrai capitaine. Oui, mais tu sais, en même temps, ces gens-là, souvent, ils n'ont pas autant de connaissances que tous les gens qui travaillent pour là, leur des croissance spécialistes à eux. Exactement. Il y a une chose qui est le fun, Caroline, dans notre métier en tant que courtier. Les frais de gestion, c'est une chose, mais quand les gens s'enrichissent, quand les rendements de placement sont optimales, ça l'enrichit le client et ça nous enrichit par le fait même. Donc, on a tout intérêt à bien investir le client. Exactement, parce que si moi, j'appelle ça des recettes, là, fait que si je fais une recette de fonds à mon client, puis que je me suis pas, excusez l'expression, forcée pour la faire, ben il sera pas optimal, là, son portefeuille. Là. Puis moi aussi, je serai pas optimale non plus dans ma propre rémunération qui sert à tout payer ça. Fait que c'est une relation vraiment gagnante-gagnante. Plus le client fait de l'argent, plus le conseiller aussi va en faire. Fait qu'on a tout intérêt à travailler pour le client.
Je pense que tu avais un exemple sur un 100 000 Oui. pour vous donner une idée de ça ressemble à quoi les frais de gestion. Ça dépend du type de produit que vous avez, parce que vous avez des certificats de placement garantis versus des fonds distincts. On va avoir des écarts de 2-3 des fois au niveau des frais de gestion. Mais pour un portefeuille en fonds commun, un 100 000 à peu près, Caroline, ça donne quoi? En fait, là, je suis allée avec une moyenne des dernières années parce qu'il y a des années que c'est plus, des années que c'est moins, puis je voulais pas promettre des rendements non plus parce qu'on ne peut pas faire ça dans notre métier. Mais je me suis dit, on va faire ça simple, un chiffre éducatif sur 100 000. Mettons qu'on a fait 20 de rendement, mettons, qui sera 100 en actions. Frais de gestion, j'ai mis un frais de gestion de 2,25 Je suis en frais standard là, ici. Je ne veux pas trop aller dans le détail. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait un rendement brut de 22,25 Fait que si on décortique le tout sur ce portefeuille de 100 000-là, on a fait 22 250. Ça veut dire que pour le client, dans sa poche, bien, lui, il a fait 20 000. Puis, ce qui est resté pour tout payer, ce que j'ai mentionné avant, bien, il a resté 2 250 pour tous les frais qu'on a vus là, précédemment. Fait que ça, c'est pas sorti de la poche du client, là, réellement. Ça a été payé à partir du rendement qu'on lui a fait faire. Donc, il faut... C'est payé en même le rendement. Il n'y a pas eu de facture qui s'est générée de ça. Puis juste tantôt, je te disais, c'est comme si on va chez le dentiste ou le fiscaliste ou un professionnel qu'on est habitué d'avoir une facture d'honoraire. Bien, cette facture-là, il faut la sortir de notre poche nette d'impôt. Ça veut dire qu'elle coûte, selon ton taux d'imposition, elle coûte beaucoup plus cher que la facture que tu reçois. Bien là, c'est pris à même le profit qu'on t'a fait faire. Puis il n'y a pas d'histoire de net ou brut là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Puis est-ce que c'est les mêmes frais, que ce soit un portefeuille par un courtier comme toi ou que tu sois un client dans une institution financière, peu importe laquelle, que tu sois en fonds commun dans un portefeuille dans une institution versus un courtier, ça va être les mêmes frais, hein? Oui, exactement. Ça dépend des ententes que, mettons, une banque a avec quel gestionnaire de portefeuille. Chez nous, on a la possibilité de placer même avec des produits bancaires. Fait qu'on a vraiment une grande marge de main-d'œuvre sur le choix des frais, puis pas mal tous les courtiers aussi, là, généralement. Mais somme toute, ça se ressemble beaucoup. Là. C'est pratiquement les mêmes. Puis ça va dépendre, en fait, des fonds qu'on met. Mais c'est la même chose. Super. Chantal, toi, tu es une personne qui, justement, accompagne les gens à les amener à croire aux professionnels, à travailler avec un conseiller puis à les amener à optimiser leur situation. Donc, pour toi, les frais de gestion, là, c'est même pas une question, c'est let's go, on y va. Puis... C'est ça. Moi, je suis plus dans qu'est-ce que ça m'apporte que qu'est-ce que ça me coûte. Parce que, tu sais, quand je disais tout à l'heure que je me suis présentée en disant que, tu sais, j'ai bâti une valeur nette rapidement, tout ça, j'ai pas regardé comment ça me coûtait quand j'investissais en moi. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la psyché. J'ai beaucoup investi en moi, dans ma psyché, comprendre mon fonctionnement, pour plein d'affaires, me libérer intérieurement. Je regarde pas qu'est-ce que ça me coûte. Premièrement, si je veux regarder le coût, c'est quoi, je vais regarder c'est quoi le coût de ne pas le faire. Ah, c'est bon, ça. Pas qu'est-ce que ça me coûte, mais plus qu'est-ce que ça me rapporte. Puis qu'est-ce que je peux ajouter comme valeur dans ma vie avec ce que j'achète ou ce que j'investis. Ah, c'est vraiment excellent. On va s'en aller à la pause. Tout de suite après, on vient avec la conclusion des conseils. Bougez pas. On est de retour de la pause. On va aller chercher nos conseils, bien entendu, avec nos spécialistes sur le plateau. Chantal, qu'est-ce que tu aimerais donner comme dernier conseil aux gens qui nous regardent? En fait, moi, j'aurais envie de dire, si tu as une relation à l'argent que tu sens qu'il ne te supporte pas, si tu as beaucoup de honte, de culpabilité, de ressentiment en lien avec l'argent, ou tu sens que tu t'auto-sabotes, tu ne comprends pas pourquoi, bien, premièrement, sache que tu n'es pas toute seule. Hein? Au Québec, on est loadé de nœuds énergétiques et de croyances non supportantes en lien avec l'argent. Mais c'est aussi puis c'est pas de ta faute, c'est ça. C'est pas de ta faute parce que, justement, on est éduqué comme ça. Mais c'est notre responsabilité, une fois adulte, de changer nos patterns
patterns. Tu sais, on est conscient qu'on a des patterns amoureux, puis des fois, on va consulter un thérapeute pour ça. Bien, c'est la même affaire au niveau financier. On a parfois des patterns financiers, puis c'est notre responsabilité d'aller conscientiser ce qu'on porte pour changer ça. Oui, tu as déjà une formation justement pour faire ça, pour accompagner les gens. Exactement, c'est ce qu'on fait dans la formation, c'est qu'on conscientise d'abord pour mieux changer. Vous pouvez voir sur ma page web fréquence-abondance.ca. Puis vous allez voir, j'ai des vidéos explicatives, puis il y a tout plein de témoignages, puis il y a plein d'informations qui se donnent sur cette page-là. Ça va certainement aider à mieux conscientiser ce qu'on porte. Merci Chantal. Et pour toi, Caroline, tu as un podcast aussi, Only Finance, que les gens peuvent aller te suivre, être éduqués par rapport à ce podcast-là. Oui. Quel conseil tu leur donnerais aux gens? Je donnerais un conseil de ne pas se comparer aux autres personnes, leur portefeuille, parce que ces gens-là n'ont pas les mêmes objectifs, la stratégie est complètement différente, la situation financière, tout est différent d'une personne à l'autre. Puis, surtout, ne faites pas de saut quand vous allez recevoir vos relevés. Communiquez avec votre professionnel, va être capable de tout vous expliquer ça, puis c'est vraiment pas des frais supplémentaires. Ah, c'est des très bons conseils. On l'a vu souvent dans les familles, dans le temps des fêtes, les gens se parlent de leur portefeuille, puis là, on les reçoit dans nos bureaux. Bien là, mon oncle m'a dit ça. Il a fait tant. Oui, pourquoi qu'il lui a fait tant de rendement? Pourtant, j'ai un même CELI. Fait que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire. On devrait s'assurer avec notre conseiller financier qu'on est bien stabilisé avec lui. C'est ça qui est important. Prochaine émission, on va parler de reprenariat. Vendre une entreprise, la racheter. Est-ce que c'est accessible? C'est quoi le financement? Comment on s'y prend? Ça va être super intéressant. 2 passionnés qui seront là, bien entendu. D'ici là, on vous souhaite une belle semaine et on se dit à bientôt. L'émission Débat des finances vous a été présentée par Finance Composée, un cabinet de services financiers multidisciplinaires où chaque geste compte.